Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président d'honneur du Parlement intergénérationnel et Président du Conseil d'administration de la Société du 400e anniversaire de Québec, Madame la Première ministre, chers collègues députés, distingués invités, bonjour. Madame la Présidente, en tant que chef de l'opposition, je suis très ému d'être dans ces lieux. L'Assemblée nationale porte en elle le lot de notre histoire et je me sens des plus privilégiés de participer dans son enceinte à cet événement unique. Voir ensemble ces aînés, bâtisseurs du Québec que nous connaissons, tous ces jeunes de la génération montante et tous ces jeunes leaders de demain m'inspire. Je suis convaincu que notre séjour dans ces lieux nous sera très formateur et que nos échanges seront des plus fructueux. Cette simulation, comme le soulignait la Première ministre, a le mérite d'être unique en Amérique du Nord. Et admettons-le, ce Parlement et la Charte intergénérationnelle dont il est porteur sont une manière de signifier notre attachement envers nos traditions parlementaires. Qui plus est, nos travaux prennent une ampleur des plus symboliques en cette année qui marque le 400e anniversaire de la fondation de la Ville de Québec. J'aimerais à ce titre remercier également chaleureusement les instigateurs de ce projet, l'Assemblée nationale et l'Association québécoise de défense des droits des personnes préretraitées et retraitées du Québec. De plus, j'aimerais le souligner, Madame la Présidente, j'aimerais souligner le travail du président d'honneur du Parlement intergénérationnel et j'ai nommé M. Jean Leclerc. Comme je le mentionnais, M. Leclerc est également président de la Société du 400e anniversaire de Québec et à ce titre, j'aimerais faire un aparté si vous me le permettez. Madame la Présidente, au nom de tous les Québécois, j'aimerais remercier la Société du 400e anniversaire et je tiens à le souligner pour avoir permis aux citoyens du monde, mais particulièrement à ceux de toutes les régions du Québec, d'être conviés à des festivités magiques, imprégnées d'histoire, hautes en couleurs et en émotions. La qualité de la programmation et des événements, que dire des nombreux spectacles en plein air, nous ont permis de découvrir, pour certains, et d'apprécier encore plus pour les autres, la richesse et la beauté de notre capitale nationale. Par la force des choses, ces grands rassemblements nous ont rendus fiers du dynamisme et de la créativité de la nation québécoise. Pour ma part, et je me permettrai une anecdote plus personnelle, chaque aventure dans la vieille capitale m'a permis d'échanger avec des gens de tout âge. Convié sur les plaines d'Abraham à plusieurs reprises, j'ai souvent pique-niqué tout l'après-midi. Et c'était pas seulement pour avoir une bonne place. J'ai eu l'occasion d'expliquer les raisons de ma présence à une mère surprise de voir autant de jeunes. J'ai discuté avec des étudiants et contribué à leur projet humanitaire au Népal. J'ai pu écouter deux sœurs retraitées me parler de leur connivence fraternelle, me raconter des bribes de leur vie et leurs plus récentes vacances avec leurs petits-enfants. Ainsi, pour tous ces grands, mais également ces petits moments, je remercie solennellement la Société du 400e anniversaire de Québec, ses nombreux partenaires et ses bénévoles. Grâce à eux et à l'hospitalité notoire des citoyens de Québec, nous avons pu souligner 400 ans de présence française en Amérique. Pour revenir aux travaux de ce Parlement, Madame la Présidente, la Charte intergénérationnelle telle qu'elle nous est présentée a le mérite d'être exceptionnelle sous plusieurs aspects. Résumons en rappelant que le présent projet de charte est divisé en 4 chapitres. S'imbriquant les uns dans les autres, chacun vient préciser tour à tour sa mise en œuvre, les fondements de notre fonctionnement en société, sa réalisation dans nos milieux de vie respectifs et l'équilibre permettant à la fois l'épanouissement des individus et celui de la nation québécoise. Plus précisément, Madame la Présidente, le premier chapitre est la pierre angulaire de la Charte. Il exprime 2 valeurs qui favoriseront sa réalisation, à savoir la solidarité et le dialogue entre les générations. Il énonce des droits et promeut des devoirs qui permettront à l'ensemble de la Charte de se concrétiser. Madame la Présidente, la solidarité et le dialogue sont plus que des choix individuels. Mis au rang de valeurs fondamentales du Québec, je suis convaincu que nous saurons mieux perpétuer aux générations futures et aux nouveaux arrivants les idéaux qui sont les fondements mêmes de notre société. Ces assises sont d'ailleurs exprimées dans les chapitres subséquents. Le chapitre 2 sur la santé, la sécurité et la protection exprime la volonté de notre société d'offrir à tous la pleine jouissance de son existence. Il préconise l'amélioration de la qualité de vie et réaffirme les valeurs pacifiques qui ont marqué l'histoire du peuple québécois, l'ouverture à l'autre et le respect des différences. Quant au chapitre 3, sur l'environnement et milieu de vie, il offre des principes, Madame la Présidente,
des principes, non pas des vœux pieux, mais des principes qui pourront guider nos actions individuelles et collectives. Comment favoriser la solidarité et le dialogue, comme je le disais plus tôt, si ce n'est pas en tablant sur les liens entre les générations là où elles se côtoient, si ce n'est pas en respectant l'environnement qui nous entoure et les gens qui l'habitent. Ici, les valeurs intergénérationnelles ne favorisent pas seulement une saine cohabitation, elles offrent un espoir aux nombreuses générations qui nous suivront. En d'autres termes, ce chapitre réitère la désormais célèbre phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Certes, il faut reconnaître, Madame la Présidente, que les enjeux sociopolitiques du moment dépendent du poids démographique de chaque génération. Mais notre gouvernement a le devoir de s'assurer que tous puissent se développer. Et ce développement ne fait aucun sens s'il ne prétend pas favoriser l'épanouissement des familles. Les familles sont les piliers qui supportent le temple de notre société. Et je crois que chacun pourra s'élever avec force et vigueur, si et seulement si chaque enfant arrive à tisser et nouer des liens symboliques avec ses proches, ou encore devant les obstacles de la vie, avec d'autres personnes significatives pour eux, quel que soit leur âge. Mais alors, comment entendons-nous concilier le plein épanouissement de chaque individu dans l'intérêt manifeste de notre société qui l'a vu naître ou qui l'a accueilli? Le chapitre 4 offre des avenues de réponse: l'éducation, la socialisation et l'emploi. À l'orée de la mondialisation, nous sommes plus que jamais tous liés les uns aux autres, que nous soyons ici ou à l'autre bout du monde. Il nous importe donc de créer un environnement où tous puissent réaliser par eux-mêmes leur contribution à notre société, voire à l'humanité tout entière. L'éducation suscite la curiosité, la créativité, l'échange des idées et l'innovation. Elle permet une lecture du monde qui nous entoure et d'apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons. L'emploi, bien qu'il permette de réaliser nos aspirations, est un véhicule et non le moteur de nos vies. Il demeure avant tout un lieu de socialisation et de réalisation personnelle. À titre d'exemple, la serveuse qui, par son sourire et son service courtois, nous fait sentir spécial et nous offre des moments privilégiés avec nos proches ou encore des clients, est dans ce contexte tout aussi primordial que l'ingénieur qui développe une nouvelle technologie verte exportable dans le monde entier. Puisque le salaire d'un individu dépend entre autres de la rareté de ses compétences, son épanouissement ne devrait pas dépendre de sa rémunération, mais bien plutôt du sens qu'il accorde à sa contribution à la société et de la qualité des liens intergénérationnels qu'il noue dans sa communauté. Ainsi, le dernier chapitre énonce des moyens pour que tous puissent bénéficier d'une qualité de vie, contribuer à la société et veiller au transfert du savoir et de l'expertise entre les générations. Madame la Présidente, comme vous le constatez, l'étude de la Charte intergénérationnelle en sous-commission parlementaire sera pour chacun d'entre nous un moment important. Bien sûr, nous pouvons l'améliorer, et je sais que tous les députés ici présents sauront mettre leurs idées de l'avant dans ce but. Personne n'est expert. Personne n'est expert. Chacun a ses opinions. Nous avons tous des réalités fort différentes, même si nous vivons tous dans la même société. Et il nous arrive tous parfois, oui, Madame la Présidente, il nous arrive tous parfois de douter. Toutefois, malgré le peu de certitudes qu'il existe dans notre monde, je peux vous affirmer sans crainte que l'expertise jaillit de la confrontation des idées. J'aspire donc à ce que tous, jeunes et moins jeunes, vous preniez la parole, car les délibérations des prochains jours permettront aux idées de voir naître un grand projet. Et ce faisant, pour aussi minimes vos interventions puissent-elles paraître à première vue, vous aurez réalisé tout un chacun les idéaux légués par nos ancêtres et promus par cette Assemblée nationale. En guise de conclusion, j'aimerais assurer la Première ministre de la pleine collaboration de mon équipe dans les travaux que nous amorçons. Je lui réitère ma confiance et mon soutien en vue d'adopter la Charte intergénérationnelle du Québec. Merci, Madame la Présidente.